Eh ben, salut à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un échange un peu spécial, parce que c'est rare de pouvoir bénéficier de partages d'expériences comme celui qui va avoir lieu maintenant avec Jérémy. Tout d'abord, donc Jérémy, tu vas nous partager un peu ton parcours, toutes les fonctions et les career paths que tu as identifiées dans le milieu de la data. On parlera de tes succès, de tes erreurs notamment, en toute transparence. Donc, c'est canon d'avoir cette opportunité. Et enfin, on a gardé un bon moment pour l'échange. Ensuite, donc on va essayer d'aller de manière assez rapide sur la présentation de Jamie. Ensuite, vous aurez toutes vos questions et vous aurez la possibilité déjà de les mettre dans le chat pendant l'échange, pendant la présentation de Jérémy. Ensuite, on vous donnera le micro pour échanger directement avec lui. Voilà, le temps que tout le monde finisse d'arriver, je vais vous présenter, je vais présenter TPC classiquement en 30 secondes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ensuite, on donnera le micro, Jérémy. Donc, TPC, déjà, salut à tous les membres. Et si vous ne nous connaissez pas, on est simplement une communauté au service des products, data et design people de la SMTech en France. Aujourd'hui, on a 7500 membres qui évoluent dans la tech, dans l'un de ces métiers. Et notre objectif, c'est d'aider en fait chacun à libérer un peu son potentiel en s'upskillant grâce à des événements, grâce à plein de choses. Et aussi, on espère d'impacter positivement l'écosystème en France en aidant plein de startups à émerger et en créant des champions de la tech comme ceux que vous voyez à droite avec qui on est déjà en partenariat. Ça nous fait extrêmement plaisir. Du coup, un peu les trois grands piliers, c'est se connecter entre top profils avec des meet-ups, des talks, des apéros, progresser en ses skills avec des workshops comme aujourd'hui, des lives, aussi plein de ressources techniques en open source. Et enfin, accélérer sa carrière avec des sessions de recrutement où en fait, tout simplement, on vous match avec nos entreprises partenaires. Ça sans CV et sans avoir à postuler ou à préparer les dossiers. Si vous voulez du coup rejoindre le crew, si vous n'en faites pas encore partie, voilà, je laisse 5 secondes ce QR code, ça prend 2 secondes et vous pouvez postuler pour rejoindre le crew. Et on va tout de suite passer du coup à ta présentation, Jérémy. Merci vraiment d'être là. On se partage et à tous, posez vos questions dans le chat et dès que c'est fini, on passe à l'échange et vous allez pouvoir discuter directement avec lui. À Ouais, toi, bah, du écoute, ouais, merci beaucoup. Merci Mathias pour l'invitation. Merci Pauline. Je vais essayer de faire bref pour la présentation, de sorte à laisser de la place pour les questions, parce que c'est quand même ça la partie la plus marrante. Mais j'ai préparé un peu de matériel, du matériel qui est plus là pour susciter les questions que pour prétendre être exhaustif. Je vais juste parler de mon parcours, de choses qui me sont venues en tête et des erreurs que j'ai faites, effectivement. Parce que je pense que c'est toujours instructif de partager ses erreurs. Il y en a d'autres d'ailleurs. Je pense que je n'aurai pas le temps de raconter toutes mes erreurs. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on se laissera du temps. J'essaierai de terminer vers 35 pour vraiment qu'on ait suffisamment de temps pour vos questions. Je partage des slides. N'hésitez pas à me dire si vous pas. Normalement, ça devrait être en plein écran. Est-ce que c'est OK? Je me lance. D'abord, je vous dis quelques mots sur moi, mon parcours. J'ai commencé comme chercheur. J'ai fait une thèse pour monter, je suis vieux, hein, je suis né en 78, j'ai beaucoup. J'ai fait une thèse en traitement d'image. J'ai d'abord une formation en stats, j'ai fait une école de stats. Et puis, à l'époque où tout le monde allait bosser où pas mal de gens allaient bosser dans la banque et la finance, j'avais envie de faire plus de maths. J'ai du coup enchaîné sur une thèse en traitement d'image. Une thèse et la grecque de maths à Cachan, on dit Paris-Saclay, je crois. Ensuite, j'ai eu un poste de maître de conf, je traduis par assistant professeur à Télécom dans l'équipe de stats. Puis un poste sur une chaire mixte avec le CNRS en 2011. Et donc, je suis allé à Télécom Sud Paris. Et voilà, donc, mais j'ai passé une dizaine d'années dans la recherche de 2004 à 2017 essentiellement. D'abord sur des problématiques de traitement d'image, ensuite sur des problématiques d'optimisation distribuée, de statistiques. Et ça m'a amené de plus en plus vers les applications,
au point où je me suis senti finalement moins utile du côté de la recherche et j'avais envie d'aller plus du côté des applications et de la production. Et donc, j'ai eu un mélange de volonté de ma part et d'opportunité. J'ai franchi le pas en 2017. Un beau jour, j'ai reçu un appel du DRH de vente privée pour monter une équipe d'IA là-bas et commencer à impacter vente privée grâce à la data. Donc ça, c'était en 2017. Après quoi, j'ai rejoint Mano Mano, toujours sur le même périmètre. Et aujourd'hui, je suis chez Conto, où je m'occupe toujours pareil du périmètre data. Je vais raconter en quoi ça consiste depuis novembre de l'année dernière. Voilà, ça c'est pour moi. Et s'il y a des points qui vous intéressent plus particulièrement, vous me poserez des questions et j'essaierai de vous éclairer à la fin. Je vais vous parler de la data. Avant de parler des carrières, c'est important de comprendre le panorama, le paysage. Et pour parler de la data, c'est hyper important de commencer par la valeur. L'objectif, c'est à la fin de faire des choses, de faire bouger les lignes, de prendre des décisions, de prendre des actions. Et donc, quand j'ai commencé à bosser dans ce domaine, je voyais la data comme une pyramide à la Maslow. C'est ce qu'on m'avait expliqué. C'était une vision à laquelle j'adhérais pas mal. Et puis depuis, j'ai un peu changé ma manière de voir les choses. Et donc, je voyais les choses comme sur l'image de gauche, avec une pyramide qui commence aux fondations, le fait de récupérer, d'ingérer les données tout en bas, hein, raw et operational data. Oui, désolé, les slides sont en anglais et l'exposé est en français. Ensuite, une fois qu'on a les données brutes, les données brutes n'apportent pas de valeur en tant que telles. C'est un peu comme dans la vision Maslow où le fait d'avoir un toit sur sa tête et de quoi sustenter sa faim n'est pas ça qui nous rend heureux. Ça nous permet de déverrouiller les niveaux du dessus où on peut se mettre à apprécier notre temps libre, à lire des bouquins, à aller au cinéma, à faire des choses qui, elles, apportent plus de satisfaction. Et donc, c'est pareil pour la data. Le fait d'avoir les données brutes, ça n'apporte pas énormément de valeur, mais ça permet de poser la couche d'information qui consiste à agréger les données, les transformer et les représenter. Et ça a déjà plus de valeur. Hein. Si on pense à un site web et qu'on imagine que les données brutes, c'est des clics. Des clics, c'est des adresses IP, des user agents, c'est des données très, très granulaires et qui est en général très volumineuses aussi. Faire face à cette volumétrie et ces données très granulaires et peu informatif, ou en tout cas, pour un être humain, c'est une couche qui est difficile à appréhender. Du coup, avoir des agrégats, se dire qu'on calcule le nombre de sessions, le nombre de sessions sur telle ou telle page la veille, sur le mois, sur des données, sur des plages de temps plus agrégées, apporte déjà un peu plus d'informations. Mais le fait de faire ces calculs, ça n'a pas non plus tant d'intérêt si ce n'est pas pour en dériver des insights, des choses qu'on comprend et qui nous vont faire agir différemment. Et donc, c'est la troisième couche dans cette pyramide, c'est la couche des insights et des learnings, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information pour bouger, pour agir. Et voilà, donc c'est une vision de la data qui est pas mal. Aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que je ne pense pas qu'il y ait de gradation entre les couches d'information et les couches d'insight et d'action. Je pense que c'est en réalité différentes manières d'apporter de la valeur. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je vois plus les choses comme sur la figure de droite, avec au sommet de la… C'est plus une pyramide, mais c'est une maison. Au sommet de la maison, c'est toujours la même chose, c'est la valeur. Et cette valeur, on peut la porter de trois manières différentes. On peut la porter par du self-service. Et chez Conto, c'est géré par l'équipe BI. Le self-service, c'est quoi? C'est le fait de mettre à disposition des représentations visuelles ou pas de la donnée pour permettre à des équipes de prendre des décisions. C'est une valeur qui est indirecte parce que du coup, nous, ce qu'on met à disposition, c'est les données. Et ensuite, les équipes, elles, utilisent ces données et d'autres informations qu'elles ont par ailleurs pour prendre des décisions. Il y a aussi un aspect important dans la mise à disposition des données qui est le fait d'opérer avec des définitions communes. Le fait d'avoir une même quantité qui est calculée quand on a pour un concept donné, ça semble simple pour tous ceux qui ne s'y sont pas frottés. En réalité,
mettre tout le monde autour de la table pour s'entendre sur les définitions, c'est une fonction qui est absolument clé. Chez Conto, c'est aussi dans cette couche de self-service. Une fois qu'on a dit ça, il reste deux manières plus directes d'apporter de la valeur, qui sont ce qui est fait par l'équipe Data Science chez Conto, Measure and Insights, et l'automatisation qui est fait chez Conto par une équipe qui s'appelle Data Product. Et donc là, on peut penser ces trois équipes en fonction des livrables. L'équipe BI livre des tableaux de bord et des définitions. L'équipe Data Science livre des recommandations d'action et de l'estimation d'impact. Je vais vous donner des exemples dans ce qui suit. Et donc, souvent, les livrables, c'est les slides. Ce n'est pas les slides qui sont compliqués à faire, mais c'est les modèles et les méthodes pour faire l'estimation d'impact qui recèlent toute la valeur. Et du côté automatisation, ce qu'on livre, c'est des containers, c'est des API et c'est de l'automatisation. Du coup, il y a en commun pas mal de choses. Toutes ces équipes comprennent les données, toutes ces équipes savent faire des stats. L'équipe Data Science va être plus du côté économétrie. L'équipe BI va être plus du côté visualisation et représentation. Et l'équipe Data Product va être plus du côté machine learning, intelligence artificielle en production. Voilà. Et pour faire ça, on a besoin de s'appuyer sur des fondations solides, une plateforme dans laquelle on a des données de bonne qualité et qui sont mises à disposition. Et ça semble facile à dire, mais là aussi, c'est compliqué à faire. Donc, plutôt que de rester dans l'abstraction, je vous donne quelques exemples qui viennent de mon expérience, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait ou qu'on mentionnera pendant les questions, sur les manières d'apporter de la valeur. Parce que quand on est en charge des équipes données, on a essentiellement deux choses à faire. On a apporté de la valeur et solidifier les fondations. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que soit on décide de se focaliser uniquement sur la valeur et auquel cas, au risque de, le temps passant, avoir des fondations de plus en plus fragiles et qu'à la fin, tout pète. Soit on se dit qu'on va commencer par les fondations, on a une approche beaucoup plus solide, et dans ce cas-là, il se passe beaucoup de temps avant d'apporter de la valeur, et l'organisation pour laquelle on bosse commence à se poser la question de à quoi ça sert les données et est-ce qu'un jour, il va y avoir un retour sur investissement. Donc, c'est ça, être en charge des données, c'est un numéro d'équilibriste où on doit assez rapidement, voire tout de suite, apporter de la valeur et dans un même temps, solidifier les fondations. Donc, la valeur, je vous donne un exemple sur l'automatisation. Ici, ça vient de mon expérience chez Vente Privée où on s'était mis en tête de catégoriser les vêtements et donc d'avoir, voilà, au-delà des catégories, des attributs reconnus automatiquement avec l'image et la description de texte. C'est juste un exemple, on pourra en parler d'autres. Là, on voit que ce que ça apporte comme valeur, c'est du temps de gagner pour les équipes qui bossent sur la mise en forme de ces ventes, sur des tâches qui sont très répétitives, très rébarbatives et qui sont bien adressables par des outils d'IA et de machine learning. Automatisation, pour l'exemple plus du côté data science, prise de décision, on peut se poser la question de l'investissement sur les canaux marketing. Il y a plein d'autres manières d'apporter de la valeur quand on est dans l'équipe data science et se demander, tiens, à dépenses équivalentes, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner de l'acquisition en changeant, par exemple, la structure du spend dans les différents canaux d'acquisition. C'est quelque chose qu'on a fait chez Madomano donc je mentionne ça comme exemple sur la partie prise de décision, recommandation d'action, estimation d'impact. Voilà, ça c'est pour les deux exemples autour de comment apporter de la valeur. C'est quoi les pièges? Et je suis tombé dans chacun d'entre eux au moins plusieurs fois dans mon expérience. La première chose, c'est de ne pas penser en termes de chaîne de valeur. Reprenons l'exemple de l'automatisation, le fait de catégoriser les vêtements à partir des images et de la description de texte. Une erreur que j'ai faite sur ce projet-là, c'est par exemple de se poser la question de à quel moment on reçoit les différentes données. Il se trouve qu'on reçoit la description de texte dans ce contexte-là bien en amont de la formation de la vente. Par contre, les images arrivent juste avant. Et donc, le fait d'exploiter les images et le texte a un sens d'un point de vue data science, a un sens d'un point de vue de la méthode, mais pour ce que cherche à faire l'équipe qu'on veut soulager, ça n'a pas de sens. En fait, on peut utiliser que la description de texte. Et donc, si on se projette pas tout de suite dans le produit IA
faisant partie d'un ensemble, eh ben, on passe à côté de choses qui sont des évidences. Et la raison pour laquelle on peut vite faire cette erreur, c'est que c'est tellement complexe de mettre en place ces mécanismes, de passer en production, de développer l'API, de développer les modèles précis, qu'on peut vite oublier le tableau plus global et finalement avoir le nez dans le guidon. Donc, c'est très important sur ces projets-là de se dire, bon, OK, imaginons que la boîte noire marche, que le projet soit done. Est-ce qu'on est sûr que tout se connecte? Et est-ce qu'on est sûr qu'à la fin, ça a du sens et qu'on apporte de la valeur? Je me suis fait avoir par ce piège-là plusieurs fois. Il y a ensuite la question de mettre le comment avant le pourquoi. Ça, c'est une autre manière de se rater en termes de valeur, c'est d'être obnubilé par la méthode avant ce que ça va apporter. Et ça, avec mon prisme de chercheur, c'est une erreur que je faisais plus souvent que je la fais maintenant. Voilà, le plus important est de se poser la question du pourquoi avant celle du comment. Celle du comment est finalement, j'ai rarement vu des bloqueurs à cet endroit-là. En revanche, la question du pourquoi, elle est fondamentale. Une autre manière de se tromper, c'est d'aller sur la solution avant de se poser vraiment la question du problème. Je vous donne un exemple. On s'est mis en tête de développer des formations en interne ici chez Conto parce que ça a du sens, parce qu'on se dit que c'est super important que tout le monde sache manipuler SQL, sache manipuler les outils qui permettent d'obtenir des réponses en autonomie. Et c'est seulement après coup, après avoir commencé à préparer le matériel, qu'on s'est dit, mais finalement, qui est-ce qu'on vise, quelle audience, quel problème on essaie de résoudre pour nos collègues. Évidemment, du coup, on n'a pas bossé complètement pour des prunes, mais aussi, si on s'était posé cette question en amont, on aurait probablement pu développer une formation qui est encore plus adaptée. Voilà, et puis la dernière erreur, c'est de se focaliser sur la valeur avant de se focaliser sur les fondations. Avant, non, mais en tout cas, en oubliant les fondations, pardon. Et du coup, à la fin, ça finit par faire des projets qui sont immaintenables. Je ne vais pas avoir le temps de donner des exemples sur toutes les erreurs parce que je vois que le temps file et que je voudrais garder cette présentation courte pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, le deuxième pilier, c'est les fondations. Et donc là, on a, je vais passer rapidement, mais j'ai 3 items dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est la gouvernance de la donnée. C'est de se dire qu'en fait, il y a un enjeu clé dans la partie plateforme qui est de récupérer des données de bonne qualité. Et c'est normal qu'on ne récupère pas des données de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équipe data ne produit pas de données, elle les ingère pour leur plus grande part. Et les équipes qui produisent de la donnée ne le font pas pour produire de la donnée. En général, c'est un produit dérivé. C'est comme si leur objectif était de conduire une voiture sur la route et que la donnée était ce qui sortait du pot d'échappement. Et nous, on essaie de se brancher sur le pot d'échappement avec une voiture qui passe son temps à changer de voie. C'est normal. C'est normal qu'une équipe en charge d'un site web, sa problématique principale, ce soit comment rendre la vie des utilisateurs plus simple, plus fluide, et pas de se poser la question comment faire pour bien envoyer les données de session. Et donc, quand on comprend ça, on comprend qu'il y a un teamwork, il y a un travail d'équipe à faire entre les équipes qui produisent les données et les équipes qui les consomment, et qu'il y a certes des tests à mettre en place, il y a certes des questions d'outils, mais il y a avant tout une question de collectif, de travail ensemble à craquer pour s'assurer que ce qui est envoyé dans la plateforme data soit exploitable et soit de bonne qualité. Donc on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais là, c'est un point vraiment clé. Il y a une deuxième chose qui me vient en tête, c'est sur les aspects data product, c'est qu'il y a vraiment un interfaçage très fort, un couplage très fort entre les aspects modélisation et les aspects engineering. Si on ne prend pas en compte cet équilibre subtil entre les modèles et la partie mise en prod, on va avoir des ratés, on va avoir une équipe ou des gens qui s'intéressent à l'aspect modélisation et qui font des passages au-dessus du mur de modèles qui ne sont pas faits pour bien être mis en prod, et une équipe qui met en prod qui se sentira dépossédée du sujet, et c'est en général des choses qui ne marchent pas. Donc, pour que ça marche, il faut avoir mis ensemble les différentes compétences de modélisation et de software engineering pour penser d'emblée le produit comme un produit et pas dans une
dans un second temps. Et puis enfin, l'organisation, ça compte. La question de savoir est-ce qu'il faut décentraliser, pas décentraliser, quelle est la structure de reporting, voilà, pour avoir essayé différents settings, je peux vous dire que ça a de l'importance. Ça aussi, on pourra y revenir. Voilà, je vais essayer de ne pas m'attarder plus que ça. Il est 36, j'avais dit 35, je suis un petit peu en retard. C'est quoi les principaux pièges sur des aspects fondation? Le principal, c'est de ne pas investir assez. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui, du coup, sont obnubilées par la valeur et du coup, ont des fondations frêles dans les équipes data. Et c'est des choses qui amènent à des problèmes, peut-être pas immédiatement, mais assez rapidement. Le deuxième piège, c'est de se dire que du coup, on va faire l'inverse. On en a parlé, c'est d'abord de construire les fondations et ensuite se poser la question de à quoi ça va servir. Et ça, c'est pareil, ça ne marche pas. Sur l'organisation, j'ai vu pas mal d'erreurs qui consistent à copier-coller des organisations d'autres boîtes. Et en fait, chaque boîte est unique. Et donc, il faut vraiment penser l'organisation comme quelque chose de sur-mesure. C'est ma conviction. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier piège sur les fondations, parce que les fondations, ça sert à la culture data. Et la culture data, c'est réussi si jamais tout le monde se sent honneur, tout le monde se sent capable de regarder les choses à travers le prisme data. Pour ça, il faut avoir les données qui sont accessibles et les bons outils pour les exploiter. Mais voilà, le piège, c'est de se dire que toutes les questions qui auront le mot data dedans iront à l'équipe data. Et ça, l'équipe devient du coup un goulot d'étranglement et ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment hyper important de se dire que ce n'est pas parce qu'on a une équipe data que dès qu'il y a le mot data, c'est pour l'équipe data. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je vous propose, si vous voulez, de passer à l'étape question. Yes, canon, merci Jérémy. Et on a déjà plusieurs questions. Mélissa, tu avais levé la main. Je ne sais pas si tu voulais poser une question, c'était au tout début. On va te donner le micro si tu souhaites. Et sinon, ensuite, on va prendre les questions dans le chat et vous donner le micro aussi. Avec Léopold. Est-ce que tu es avec nous, Mélissa? Ah, non, ok. Bon, du coup, on passe direct à Abel. Je vais te donner le micro. Je remercie Pauline qui va te le donner. C'est bon. Il faut juste que tu réactives ton micro, Abel, et tu peux poser direct ta question à Jérémy. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Oui, très bien. Ouais. Bonjour Jérémy. Donc là, la question que j'avais, c'est que tu as pu faire du coup une slide du coup, sur la validation des données. Et j'avais une question un peu si tu avais en fait des exemples un peu de métriques ou de règles que tu as pu utiliser justement pour valider des données, pour s'assurer de la bonne qualité des données en production. Est-ce que tu as eu des exemples, par exemple, de règles que tu pensais qui allaient être justes et qui au final ont pu porter préjudice par la suite en production ou des choses comme ça? Oui, je vais essayer de répondre à ta question. Je pense que les règles, c'est vraiment très dépendant des données. Il y a des choses qui sont plus ou moins universelles, comme par exemple le fait de respecter le type des données, hein, le fait d'avoir, c'est con, mais le fait d'avoir une chaîne de caractères quand on s'attend à une chaîne de caractères, un nombre quand on s'attend à un nombre. Ça permet déjà de récupérer un certain nombre d'erreurs. Et ensuite, pour aller faire plus finement que ça, il faut vraiment s'intéresser à la nature de la donnée elle-même. Je me rappelle par exemple un problème auquel j'ai dû faire face, c'est le fait de prendre en compte les robots dans les données de session. On peut facilement se retrouver avec des millions de sections qui arrivent la nuit de 3h à 4h du mat et qui viennent du coup polluer les calculs de taux de conversion, les calculs qu'on fait à travers ces sessions. Du coup, sur cet exemple-là, on voit que la métrique clé, ça sera essentiellement de regarder jour après jour ou heure après heure quels sont les taux de variation qui sont acceptables pour le nombre de sessions. Et on voit que sur cet exemple-là, on est tout de suite en train de s'intéresser à la matière, aux données. Je pense que ce qui est super important dans cette question-là, c'est de ne pas considérer
qu'il revient à l'équipe plateforme l'ownership de la qualité. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait dans ce cas-là, c'est de se dire les équipes en charge de produire les données produiront les données sans trop regarder. Exemple, dans cet exemple-là, l'équipe front qui va poser des petits trackers et envoyer les events sur un point de recueil spécifié, et que la charge de l'analyse revient à l'équipe data. Je pense que c'est ça l'erreur. C'est que ça se met à bien fonctionner. Donc, au-delà des métriques et au-delà de ce qu'il faut regarder techniquement et par quel produit, ce qui est important, c'est de bien aller éduquer les équipes qui produisent de la donnée pour qu'elles s'intéressent à ce qu'elles produisent, en plus de tout ce qu'elles ont à faire, on va dire, de manière primaire. Et c'est là où est la difficulté. Ça marche. Merci beaucoup. Top. Tu as beaucoup de questions qui arrivent, Jérémy. Du coup, on va donner direct le micro à Léopold. C'est avec nous. Yes. On t'entend bien. Vas-y, Léopold. Bonjour Jérémy, merci pour la présentation. J'avais une petite question sur la slide qui parlait du coup de l'organisation. Je travaille chez Celency, on est en pleine croissance là-dessus et du coup c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui est un peu au cœur des discussions, disons, de la team data. Et du coup, tu parlais des questions relatives à cette organisation, soit en squad, en guild, etc. Du coup, ma question, c'était plus quelles sont les questions, disons, les plus pertinentes, en tout cas, à se poser sur ce sujet-là pour disons, prendre les meilleures décisions là-dessus, sachant que j'imagine qu'il n'y a pas un schéma adaptable à toutes les entreprises, mais en tout cas d'avoir les bonnes practices que tu as pu mettre en place chez Conto notamment. Oui, du coup, je pense qu'une des premières questions à se poser, c'est la question de la disponibilité des données. Si les données ne sont pas disponibles, c'est la première chose à faire, évidemment. Hein, c'est une lapalissade, mais c'est de créer cette équipe plateforme pour les ingérer et les mettre à disposition. Ensuite, si les données sont disponibles, la deuxième question à se poser, c'est l'accessibilité des définitions. Est-ce qu'il y a des standards dans la boîte? Est-ce que finalement tout le monde appelle? Est-ce que les concepts sont clairs et non ambigus? Si ce n'est pas le cas, il y a un intérêt, je pense, à avoir une organisation dans un premier temps centralisée pour que par nature, tout ce travail-là soit fait par une équipe qui a une vision globale avant d'aller commencer à distribuer. Parce que si on distribue d'emblée, en fait, on risque d'avoir beaucoup plus de mal à avoir ce travail de consensus et de définition commune. Donc, en fait, se pose vraiment la question de la maturité de l'existant. Je pense que la cible, c'est quasiment toujours une forme de distribution, mais en fonction de la distance où on est et de la maturité qu'on trouve en arrivant, on est plus ou moins loin de cette cible. Et donc, je pense que des fois, le passage par une étape centralisée est un passage plus ou moins obligé. Ok, donc c'est vraiment la team, disons, BI, en tout cas chez Conto, qui lance un peu cette réflexion-là pour centraliser un peu les concepts et les définitions. Voilà, et après, nous, on va arriver à un stade où je pense qu'à moyen terme, on va pouvoir décentraliser un peu. D'accord, mais c'est important de passer par ce stade-là. Ok, très clair, merci pour tes réponses. Top. On va passer à Margot qui a une question de carrière et ensuite on reviendra sur les questions d'orgue notamment. Il y a Adeline et Camille qui demandent pour des organisations à une personne dans la data un peu des tips, donc on vous donnera le micro aussi juste après. Mais en avant, Margot, pour ta question sur la partie carrière un petit peu. Oui, bonjour à tous. Je souhaitais savoir si vous aviez des conseils s'agissant du career path, parce que j'avais vu que c'était un des topics de la journée. Quels sont les parcours possibles? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête si on veut passer au next step pour avoir des rôles plus de leadership dans la data? Oui, merci beaucoup pour la question, parce qu'effectivement, l'intention, c'était de vous présenter les différentes fonctions pour ensuite pouvoir parler carrière. Mais si, du coup, on ne parle pas du tout carrière, on sera passé à côté de l'intention. Donc, merci pour cette question. Du coup, l'idée je pense, pour faire une carrière dans la data,
d'être allé suffisamment profondément dans les deux dimensions, dans la dimension de la valeur et dans la dimension des fondations. Donc, suivant après les profils, si on a un profil très ingénieur, très tech, on peut commencer dans les fondations, on peut commencer en tant que data engineer, et ensuite, quelque chose d'assez naturel consistera à aller plus du côté finalement analytics engineering, plus sur l'aspect modélisation des données, et puis sur l'aspect valorisation, donc soit dans l'équipe BI, dans l'équipe data product. Mais ce qui est important, je pense, pour faire une carrière dans la data, c'est de ne pas rester tout le temps campé dans un des deux pôles, les fondations et la valeur. Et donc, c'est d'explorer, mais c'est d'explorer une fois qu'on a accompli sa mission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une conviction forte sur comment on doit organiser les fondations, ensuite, on peut passer à la partie valeur, où une fois qu'on a réussi à apporter de la valeur à travers un use case BI, un use case data science ou un use case data product, on peut du coup passer à la partie plus fondationnelle. Et je pense que ce que je vois la plupart du temps, c'est plutôt ce mouvement-là, c'est de commencer avec des postes soit dans l'équipe BI, dans l'équipe data science ou data product, et ensuite qui vont aller plus en amont sur les fondations, parce que c'est là où il y a un certain nombre d'enjeux clés en général. Et donc, en termes de carrière, ça suppose d'avoir visité au moins 2 des boîtes de la maison que je montrais. Et ensuite, c'est vraiment très, très dépendant des gens. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est très clair. Merci. Et pour bider là-dessus un petit peu sur la partie skills, justement, est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur à la fois un peu les skills clés sur data science, BI et data product qui pourraient éventuellement inspirer certains à choisir une voie en priorité, et aussi peut-être les skills à développer qui mèneront demain aux carrières de leadership dans la data comme toi. Yes, alors les skills clés dans les différentes équipes. Du côté BI, il faut une grande sensibilité business. Il faut vraiment s'intéresser à la matière première pour savoir quelles sont les données à représenter, comment les représenter. Et ça suppose vraiment de bosser côte-côte avec les équipes métiers. Donc, il y a une dimension de travail collectif, de teamwork et de sens business qui est très forte dans cette équipe et qui n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident de gérer les équipes clientes ou les équipes métiers avec lesquelles on bosse pour bien comprendre leurs besoins et bien comprendre ce que ça implique du côté data. D'un point de vue technique, dans cette équipe-là, les enjeux, c'est autour de SQL, bien maîtriser le langage. C'est un langage très puissant, mais qui nécessite un temps d'apprentissage et d'adaptation qui peut être important. C'est de bien maîtriser les outils de visualisation. Alors, il y a plein de bons outils. Nous, chez Conto, là, on utilise Tableau. J'ai vu dans d'autres équipes, j'ai utilisé Qlik, j'ai utilisé d'autres solutions. Et donc, je pense que ça, c'est les hard skills qui sont nécessaires dans la partie BI, le langage SQL et la visualisation. Mais les aspects soft sont les plus importants, c'est vraiment s'intéresser à la matière, aller bosser avec les équipes métiers, s'intéresser à ce qu'ils font, comprendre les problématiques de leur quotidien. C'est comme ça qu'on impacte. Du côté data science, les skills, d'un point de vue soft, c'est bien comprendre le business, mais sous la forme de bien comprendre comment on peut faire une différence. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour amener à la fin à de l'impact. Je me rappelle des questions typiquement qui peuvent paraître des bonnes questions, mais qui ne sont pas impactantes. C'est on fait un changement on fait un rebranding et on se pose la question de l'impact sur le taux de conversion, mais le rebranding est fait. Et du coup, qu'on réponde ça a beaucoup d'impact ou ça n'a pas beaucoup d'impact, on arrive un peu trop tard. Donc, il y a tout un travail à faire de soft dans cette équipe-là sur la manière de penser impact, penser action. D'un point de vue hard, on sera aux alentours de Python ou R, des langages qui permettent de faire des stats avancées, sur des techniques d'économétrie, de faire des analyses toutes choses égales par ailleurs, de faire de l'inférence causale, essayer de comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre des corrélations et qu'est-ce qui est de l'ordre de la causalité. On a tous en tête des exemples rigolos sur
la vente de glace et je sais quelle chose complètement non corrélée. Les noyades, c'est pas hyper rigolo, mais c'est corrélé. Évidemment, c'est des choses qui se produisent plus en été. Voilà, mais ça, quand on présente ces exemples-là, on a l'impression que c'est évident, finalement, qu'on ne se fait jamais avoir par le piège qui consiste à penser que corrélation, c'est de la causalité. En réalité, les exemples qu'on récupère dans les entreprises sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliqués à discerner. Je vous donne un exemple. Chez Mano Mano, on s'est posé la question de l'impact du retard de livraison sur le réachat. Et la manière dont on l'a abordé, c'est on s'est dit, bon, on va faire deux groupes. On va regarder les groupes de gens qui ont eu des retards de livraison et les groupes de gens qui n'ont pas eu de retard de livraison, et puis ensuite, comment ils y réachètent. Et quand on fait ça, on découvre avec stupeur que les groupes de personnes qui ont eu un retard de livraison rachètent plus. Et là, ça paraît beaucoup moins… Ça paraît pas évident, le lien avec le piège corrélation-causalité. Et la raison, c'est que, en fait, plus on achète, plus un jour on a des chances d'avoir un retard de livraison. Et donc, si on regarde le groupe des gens qui ont un retard de livraison, il y a ce qu'on appelle un biais de sélection. Voilà, donc le fait de penser comme un économètre, le fait de penser comme un statisticien, de se demander quels sont les biais de sélection, quels sont les différents biais dans les études et comment on peut les compenser, c'est des skills qui sont hyper importants dans cette équipe-là. Et puis, du côté data product, les skills sont les modèles, donc machine learning, intelligence artificielle, et leur mise en production avec tous les aspects MLOps qui sont… voilà, alors du coup, les skills, c'est aussi aux alentours. Donc, ça, on sera plus du côté software engineering. Et là aussi, il faut s'intéresser à la chaîne dans son ensemble. Et… Donc, ça, c'est pour les skills des trois équipes en haut. Et pour les aspects fondation, on est vraiment dans le monde du software engineering avec des skills très spécifiques sur les ETL, hein, sur le fait de maîtriser des outils comme Airflow pour faire du scheduling, DBT pour faire de la transformation. C'est des exemples d'outils, on peut utiliser d'autres outils, mais c'est comment mettre en… Enfin voilà, on est vraiment sur des aspects software et beaucoup moins business. Canon. Et peut-être une ou deux soft skills que tu vois chez les futurs leaders. Ouais, alors je pense que c'est une fonction très support, la data. Hein, donc les soft skills, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est le fait d'aller se mettre à la place des équipes pour lesquelles on bosse en se demandant quels sont leurs problèmes. Et voilà, ça c'est du côté soft. Et puis après, du côté hard, c'est être capable d'avoir les bons outils pour les adresser en pratique. Et c'est la conjonction des deux qui n'est pas évidente. Canon, canon. J'aurais plein de questions, mais j'avance parce qu'il y en a beaucoup qui ont posé aussi des choses. Adeline, Camille, on va vous donner le micro. Je vais essayer de synthétiser ce que vous demandiez. Il y a Olivier aussi qui parle d'être seul dans une équipe data. Et du coup, n'hésitez pas à réagir aux réponses de Jérémy, du coup, pour affiner. Adeline, du coup, qui dit qu'elle est la seule personne aujourd'hui à la data dans son entreprise. Elle te demande quels sont les premiers steps pour mettre en place les fondations. Camille aussi, du coup, pardon, je dis Adeline, et Camille, du coup, qui est aussi, je crois, toute seule. Comment sélectionner une solution à un problème business à la fois rapide et déployer techniquement? Ah, pardon, excuse-moi, je lis un petit peu en diagonale, mais ouais, quelle stratégie tu conseilles pour sélectionner une solution à un problème business à la fois rapide et déployer techniquement solide? Alors, ouais, peut-être Camille, il faudra que tu m'aides. Je crois qu'il y a Ouais, je pense que là-dessus, je pense que la technique, c'est vraiment de viser à la simplicité. Donc, de commencer par des règles de 3, d'essayer de réduire la question, de repousser au plus tard possible la question du comment. Et donc, de se dire que, bon, sur un problème d'estimation, sur un problème de forecast, on essaie de faire vraiment une règle complètement basique, mais qui permet de faire rouler la balle et qui va nous amener là où les vrais enjeux se trouvent. Parce que le piège, c'est de passer beaucoup de temps sur quelque chose qui soit déjà bien léché, qui soit sophistiqué, et qu'on se rend compte qu'on a visé à côté. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est vraiment de commencer par quelque chose de simple. Quand on est tout seul, je pense qu'il faut se faire aider. Donc, comment on se fait aider? En utilisant les outils du cloud et en essayant de ne pas se prendre toutes les difficultés techniques dans la figure. Donc, d'utiliser des outils managés, que ce soit tous les grands clouds proposent des solutions pour ne pas avoir à se taper
toute la complexité de mettre en place un data warehouse. Et donc, je pense que c'est super important de s'appuyer là-dessus. Se faire appuyer par des consultants, si on a cette possibilité. Et voilà, donc si on est tout seul, je dirais de commencer par mettre en place un réceptacle à données, un data warehouse le plus simple possible, le plus managé possible. Et oui, ça serait essentiellement ça, ma recommandation de faire step. Et ensuite, d'aller bosser sur des use cases BI qui sont probablement les plus directs et voir qu'est-ce qu'on arrive à apporter comme valeur à partir de ça. Je vois que aussi la question des tailles des équipes. Chez Conto, l'équipe data, c'est une équipe déjà touffue. Quand je suis arrivé, c'était une petite vingtaine de personnes. Mais là, aujourd'hui, on est une petite soixantaine de personnes. C'est un très gros tiers en BI, qui est vraiment la partie centrale des interactions avec les équipes métiers. C'est une grosse dizaine de personnes en data product, une petite quinzaine, on va dire plutôt. Une petite quinzaine de personnes aussi dans la partie plateforme. Et une équipe qui est aujourd'hui naissante en data science, mais qui est promise à un brillant avenir. Oui, Paul Fiascan, qui est Data LPM chez Eagle, qui te demandait effectivement comment tu anticipes les différentes dépendances entre l'équipe produit et l'équipe data. Oui, ça c'est un vrai sujet, d'avoir des profils vraiment spécialisés côté produit sur ces use case data aide énormément. Et donc, quand on peut s'offrir ce luxe d'avoir des PM data, c'est vraiment un super asset. Je ne sais pas si c'était la question, mais voilà, quand on ne l'a pas, ça suppose d'avoir des profils côté data qui vont faire l'extra mile vers les équipes métiers et avoir cette faculté à comprendre où sont les problèmes, et avoir cette démarche produit sans finalement l'avoir théorisé jusqu'au bout et avoir la formation pour. Mais il faut quelqu'un qui joue ce rôle d'interface entre les besoins et la technique. Yes, ok, trop bien. Adil, je crois que tu voulais réagir sur la réponse de Jérémy à ta question. Tu as activé ton micro. Bonjour, non, c'était très clair. Ah, ok, très bien. Merci. La question, est-ce que les PM Data font partie de l'équipe Data? Du coup, chez nous, non. Hein, chez Conto, ils font partie de l'équipe Product. Mais après, tout marche. Enfin, je veux dire, là-dessus, l'idée, c'est vraiment de faire en fonction. Donc, il y a des questions à se poser pour savoir de quel côté il faut mettre les PM. Si on a une équipe produit qui est mature, je pense que c'est important d'avoir des PM qui restent du côté product. Si en revanche, on essaye de faire naître les use case data, c'est pas mal d'avoir des PM côté data parce que c'est des spécificités. C'est très spécifique les questions qu'on se pose quand on est PM data. Et donc, ce sera plus naturel de se poser ces questions-là quand on a déjà toute la technique ou une partie de la technique data, que la partie technique ne pose pas de problème. Et du coup, si on n'a pas bootstrappé quelque chose, je recommanderais de les mettre du côté data. Et s'il y a une organisation mature du côté product. Bon conseil. On va finir avec toi, Manar. Du coup, tu avais plusieurs questions. Je te laisse les poser à Jérémy. Oui, merci Jérémy pour la présentation. Pour ma part, je me demandais si, du coup, Jérémy, vous aviez déjà pu expérimenter des stratégies de détection puis gestion des incidents de non-qualité. Si jamais vous aviez un avis dessus, des recours. Oui, du coup, ces problèmes de qualité de données arrivent dans toutes les équipes data. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment complètement clé pour réussir à impacter à travers la data. Et donc, ça arrive. C'est quoi donc, oui, c'est super important. Oui, ça m'est arrivé et ça continuera de m'arriver. C'est quoi les patterns? C'est le fait de récupérer les données de prod, les données back-end, et que les gens qui sont du côté back-end, les développeurs back-end, ils ont autre chose à faire que penser data. Donc, eux, ils font des changements sur leurs microservices pour améliorer les performances, améliorer la lisibilité. Et du coup, quand il y a des changements sur le schéma de leur table, sur la manière dont ils communiquent les données, il faut qu'ils soient bien pris en compte pour pas que ce soit une surprise et que ça casse toute la tuyauterie d'ingestion dans le data warehouse. C'est toutes les données du côté front-end avec ce monde sauvage qui est le World Wide Web avec des filtrages de bots, des
des ad bloqueurs, etc., etc. Enfin, je veux dire, des problèmes de réseau et qui font que d'avoir des données de qualité dans ce monde front-end est très, très difficile. Et puis, la gestion des différents outils, des outils de service client, des outils, voilà, des outils third-party. Là aussi, c'est des enjeux très spécifiques d'éviter les problèmes de qualité de données. Super. Je crois que Paul voulait vraiment te poser une question sur la partie data et PM, justement. Donc, on va donner le micro. Est-ce que tu es avec nous, Paul? On finit avec toi, du coup. Est-ce que vous m'entendez? Yes, c'est bon. Ouais, merci Mathias et merci Jérémy pour la présentation. Ouais, je vais spécifier un peu ma question pour savoir si tu avais déjà rencontré ce cas. Globalement, il y a une équipe produit qui est assez mature chez Egral avec ses propres PM et il y a une équipe data avec pas mal de monde et pas mal de PM avec une organisation en data mesh, etc. Et il n'y a pas on a un problème de gestion des dépendances entre ces deux équipes, entre ces deux parties produits, si je puis dire. Et on a du mal à trouver la bonne approche pour aligner tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, quand tu développes le côté produit une feature, tu as besoin de la monitorer assez rapidement pour savoir son impact et si ça répond à ce que tu voulais faire. Et dans ce cas-là, ils font appel à l'équipe data, mais nous, de notre côté, ce n'est pas planifié. De même, quand on priorise des sujets data produit, plus côté BI ou côté data science, d'ailleurs, il y a toujours une interaction avec le produit ou une donnée qui n'est pas assez bien générée et du coup, on a une dépendance côté produit. Et donc, voilà, il y a plein de dépendances comme ça qu'on n'arrive pas forcément bien à gérer. Est-ce que tu as déjà rencontré ce cas-là? Oui, c'est des cas assez fréquents. Et donc, du coup, là, il y a une sorte de recommandation générale. Et puis après, c'est vraiment plein de cas particuliers. La recommandation générale, c'est d'essayer comme tu le soulignes en fait implicitement, c'est de réduire les dépendances. Et pour réduire les dépendances, c'est d'avoir le plus possible des équipes autonomes. Alors, comment on fait pour avoir des équipes autonomes? Si par exemple, il y a un schéma typique, je pense, qui est compliqué, c'est quand l'équipe produit doit s'appuyer sur l'équipe data pour mesurer, pour monitorer les KPI de ces North Star métriques. C'est super important dans ce cas-là d'avoir dans les feature teams des gens qui sont capables de faire ça directement. Parce que si à chaque fois, il y a un ticket qui part à l'équipe data quand on veut mettre en place une initiative pour savoir comment on va faire pour mesurer son succès, ça rend la vie des deux équipes assez compliquée. Donc, j'imagine qu'il y a une partie de ce que tu racontes qui tombe là-dedans. Et donc, une des solutions qui consiste à… Je dis ça en regardant les choses de loin, hein, je peux me planter, mais c'est de rapprocher le tabouret du piano, quoi, d'avoir directement dans les équipes produits les outils et les bonnes personnes pour faire les choses de manière autonome. Et puis après, sur la partie data product, c'est un petit peu différent. Il faudrait vraiment rentrer dans le détail et quel est le use case exactement, mais la réponse est un peu différente. Ok, ça marche. Merci pour le début de réponse. On a un peu dépassé du coup, mais bon, pour toi, pas de problème. Merci beaucoup, Jérémy. C'était vraiment canon. Et je pense que tu as partagé énormément de valeur à tout le monde. On n'a peut-être pas eu le temps de répondre à toutes les questions, donc désolé à ceux que j'ai peut-être oubliés dans le flow. Mais on mettra ça très prochainement. Et vraiment encore merci infiniment, Jérémy, pour ton temps.